je vais, sous ce titre qui semble un petit peu compliqué, j'espère faire simple, je voudrais vous parler du rôle du thème de l'espace, de son découpage, de sa délimitation dans la philosophie, mais en commençant par rappeler des banalités à propos de la tâche philosophique. On peut se demander en effet pourquoi la philosophie s'intéresse à l'espace. Après tout, n'est-ce pas une question que peut étudier le mathématicien, la géométrie étant la mesure de la Terre? Pourquoi la philosophie s'intéresserait-elle au concept de l'espace? C'est une question qui me paraît effectivement importante. Eh bien, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est qu'à travers la question de l'espace, ce qui se joue, c'est la possibilité de délimitation critique. Je rappelle que le mot critique a un sens, selon son étymologie grecque, qui veut dire distinction. Krinein, c'est distinguer, c'est-à-dire distinguer ce qui ne doit pas être confondu. Or, il existe plusieurs façons de distinguer ce qui ne doit pas être confondu, et parmi ces façons, il y a la démarcation ou la délimitation. Je donne un exemple. Dans la philosophie de la laïcité, on dit souvent « la religion est une affaire privée » qui ne doit pas être confondue avec une affaire publique. Alors, privé ne veut pas dire juridiquement que cela concernerait uniquement l'intime, c'est-à-dire l'individu. Ça peut être privé parce que ça concerne quelques individus. Par exemple, si certains d'entre vous sont croyants et qu'ils se réunissent parce qu'ils sont croyants de la même religion pour pratiquer leur culte, il n'empêche que même si la croyance religieuse est un fait collectif, n'engageant que les croyants, elle est une affaire privée. Alors que la question, par exemple, de la santé ou de la culture, engageant tous les êtres humains d'une république, est une affaire publique. C'est pourquoi, par exemple, on dira la distinction de deux domaines au sens quasiment spatial, mais par métaphore, l'espace privé, l'espace public, joue un rôle critique dans la philosophie politique. Vous voyez ici un exemple extrêmement simple de la façon dont une démarcation, une frontière que l'on pose, par exemple entre privé et public, joue un rôle déterminant. Et par exemple, si vous lisez un texte de Hobbes dans le De Cive, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Léviathan, il dit « il doit y avoir un silence de la loi sur les choses qui ne concernent pas les rapports entre les êtres humains ». Thèse qu'on retrouve dans la définition par Jean-Jacques Rousseau de ce qui est privé et de ce qui est public. Ce que chacun aliène à la communauté, c'est cela seul qui importe à l'usage de la communauté, dit-il dans le contrat social. C'est la personne publique, mais au-delà de ça, il y a la personne privée qui engage l'être humain tant qu'il ne met pas en cause autrui à son corps défendant, bien entendu. Donc c'est le bornage, le tracé de la frontière entre privé et public qui joue ici un rôle. Par exemple, en philosophie politique, j'entendais parler à l'instant d'Hannah Arendt. Hannah Arendt parle d'un des critères qui définit le totalitarisme, c'est justement la non-reconnaissance de la sphère privée, c'est-à-dire la coextensivité de la normativité politique à l'ensemble du champ, du domaine. Là encore, ce sont des termes quasiment spatiaux que l'on peut observer. Donc effectivement, il me semble qu'il y a un enjeu à cette conceptualité. C'est un petit peu de la métaphilosophie que je vais tenter de faire à un niveau modeste, c'est-à-dire tenter de montrer que quand la philosophie trace des frontières, des limites, des bornes, en spatialisant en une sorte de géographie de l'esprit humain ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire, la géographie de l'esprit humain, c'est quasiment une expression que Kant va développer par référence à Hume. Kant dit Hume, c'est quelqu'un qui, effectivement, pratique une sorte de géographie de l'esprit humain. Donc on voit, là, on est vraiment dans une problématique où les démarcations, les délimitations spatiales jouent un rôle critique dans la philosophie.
Alors, je vais centrer, voilà la petite introduction que je voulais faire pour justifier mon propos, parce que je trouve ça très intéressant, en tant que philosophe, d'observer comment des philosophes font fonctionner des concepts spatiaux, comme par exemple chez Emmanuel Kant, qui parle de champ, de territoire, de domaine, de domicile, à propos des choses de la pensée. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un très beau texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», où on va voir cette sorte de territorialisation, mais à partir d'une expérience de l'espace. Je vous lis ce très beau texte parce que là, je ne pourrais pas mieux faire ni mieux dire qu'Emmanuel Kant lui-même. Petit opuscule fort célèbre, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ? S'orienter signifie en son sens propre trouver à partir d'une région céleste donnée, nous divisons l'horizon en 4 régions, les autres régions et l'Orient. Si je vois le soleil au ciel, et si je sais qu'il est maintenant midi, détermination temporelle donc, je puis trouver le sud, l'est, le nord et l'ouest. Mais à cet effet, il m'est indispensable d'éprouver par rapport à moi-même le sentiment d'une différence. Je veux dire celle de la droite et de la gauche. Je me sers du terme de sentiment car, vu du dehors, ces deux côtés ne présentent dans l'intuition aucune différence notable. L'intuition, c'est la saisie directe du réel, hein, d'accord, qui est sensible chez Emmanuel Kant parce qu'il n'y a pas de possibilité d'une intuition intellectuelle. Bon, alors je continue. Si je n'avais la possibilité, en traçant un cercle, de distinguer, sans être obligé de le rapporter à des repères objectifs, le mouvement allant de la gauche vers la droite et celui de sens opposé, et de déterminer ainsi une différence a priori dans la disposition des objets, je ne saurais pas si c'est à la gauche ou à la droite du point sud qu'il me faut situer l'ouest, ni si je dois décrire en passant par le nord et l'est le cercle retournant au sud. Par conséquent, compte tenu de toutes les données objectives, je ne m'oriente géographiquement qu'au moyen seulement d'un principe de différenciation subjectif. Alors on retrouve là la grande thèse, une des grandes thèses directrices d'Emmanuel Kant, c'est que pour organiser la spontanéité de son rapport au monde, l'homme a en lui, en tant que sujet, deux cadres a priori, c'est-à-dire qui existent en amont de ce qu'ils vont cadrer, à savoir l'espace et le temps, qui sont des cadres de la réceptivité ou de la sensibilité. Donc, il y a cette idée forte chez Kant que pour que l'homme se repère dans l'espace, il doit disposer déjà de l'espace qui fait que, par exemple, je vous perçois vous, je perçois la disposition spatiale ici présente des êtres humains assis derrière des tables et non pas devant, et je vois bien donc cette structure logique de votre disposition, et ce qui me permet de la saisir, c'est que je saisis dans leur coprésence des éléments qui sont ordonnés les uns par rapport aux autres selon un ordre déterminé. Donc, pour moi, l'espace est une possibilité de cadrage subjectif, mais n'entendons pas subjectif au sens de la variabilité affective, entendons subjectif au sens de immanent au sujet et constitutif du sujet pour rendre possible une appréhension de l'objet qui ne se donne à moi qu'à l'intérieur de ces deux cadres, a priori la sensibilité, l'espace qui me permet de saisir les choses dans leur distribution harmonisée et le temps qui me permet de saisir effectivement les choses dans leur succession. Je contemple sur la berge un bateau qui passe, je le vois passer devant un repère, et quand il est au repère T2, après avoir été au repère T1, je sais qu'il a parcouru en un certain temps une certaine distance. Ça, c'est le temps comme structure immanente à mon être, comme sujet de l'expérience qui me permet de le saisir. Mais en même temps, ce temps, c'est une expérience, il est lié à l'espace, puisque je saisis bien
le déplacement spatial dans ce que Kant va appeler une analogie de l'expérience. Je saisis bien ce déplacement spatial. Donc c'est en ce sens qu'il dit que pour m'orienter, il faut bien que j'ai en moi ce cadre a priori de ma sensibilité qu'est l'espace, et puis aussi, il le dira à propos du temps. Donc voilà. Par conséquent, compte tenu de toutes les données objectives, je ne m'oriente géographiquement qu'au moyen seulement d'un principe de différenciation subjectif. Tous les astres, conservant la même apparence et la même disposition les uns par rapport aux autres, supposons simplement qu'un jour, par miracle, le sens de cette disposition se renverse d'ouest en est. À la première nuit étoilée, aucun œil humain n'apercevrait le plus petit changement. Même l'astronome serait inévitablement désorienté s'il ne faisait attention qu'à ce qu'il voit et non à ce qu'il ressent. Mais bien entendu, va venir à son secours cette faculté de différenciation par le sentiment de la gauche et de la droite qui lui a été donnée par la nature, c'est-à-dire qui est une structure innée, qui est venue avec moi quand je suis né, qui lui a été donnée par la nature et qu'un exercice fréquent a rendu habituel. Aussi, n'aura-t-il qu'à porter les yeux sur l'étoile polaire et non seulement il remarquera le changement survenu, mais encore, il pourra s'orienter en dépit de celui-ci. Alors là, je m'arrête là sur ce passage de texte, je ne vais pas lire tout le texte, on n'aurait pas le temps, mais c'est intéressant. Kant vient de mettre en place une sorte de modèle, une sorte de matrice sur ce qu'est s'orienter. Maintenant, il va faire une opération fréquente chez les philosophes. Il va déplacer cette matrice de son sens propre. Il vient d'expliquer ce que c'est que s'orienter. Il va la déplacer pour l'appliquer à un domaine qu'il va comparer à l'orientation. C'est le domaine de la pensée. Comment, dans la pensée, est-ce que je puis m'orienter comme je le fais par rapport à l'espace géographique, par rapport à la voûte céleste que je viens de décrire. Comment ça va se passer? Et Kant donc va expliquer que effectivement il y a une possibilité de faire ce transfert au niveau même de la pensée. Alors, je vais donner un exemple. L'existence de Dieu peut-elle être démontrée? Kant explique, pour savoir si elle peut être démontrée, il faut que je sache ce qu'est une connaissance. Or, qu'est-ce qu'une connaissance dans la critique kantienne? C'est quelque chose que je produis lorsque un objet m'est donné, attesté dans mon expérience, c'est-à-dire s'inscrit dans les limites de mon expérience possible, telles qu'elles sont effectivement cadrées par l'espace et le temps. Je ne peux pas connaître un objet si cet objet ne s'inscrit pas dans les limites de l'expérience possible. Maintenant, ça ne suffit pas. Attester un objet qui existe en dehors de moi, c'est une première chose, c'est une donation d'objet, mais ce n'est pas encore une connaissance. L'intuition atteste l'existence d'un objet, mais elle ne me dit pas comment est cet objet. Si par exemple, je veux chercher à comprendre comment un corps tombe, et que, avec Galilée, je formule la loi de la chute des corps, E égale 1/2 de GT2, les espaces parcourus par les corps en chute libre sont proportionnés au carré des temps, G étant le facteur accélération à Paris, 9,81, je sais que si je laisse tomber une pièce de monnaie du haut de la tour Eiffel, au bout de 2 secondes, elle aura parcouru en gros 40 mètres. Et je peux calculer ça selon la loi de la chute des corps. Bon, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne me contente pas d'observer la chute de la pièce de monnaie depuis le haut de la tour Eiffel. J'applique des concepts qui me permettent, en quelque sorte, de comprendre ce que je saisis par l'intuition. Un concept sans intuition est un concept vide, et une intuition sans concept, dit Kant, est une intuition aveugle. Je rappelle très brièvement, c'est une toute petite révision de la théorie kantienne de la connaissance. Bref, quand je veux m'orienter de la pensée, je dis que
de Dieu, je ne peux pas avoir une intuition au sens kantien. Je peux en revanche penser une idée de Dieu sans être capable de prouver l'existence de ce à quoi correspondrait l'idée. Donc, Dieu peut être objet de pensée, il peut être objet de croyance, mais il n'est pas objet de connaissance. Dès lors, je mets en œuvre une distinction des domaines d'objets. Il y a les domaines d'objets que je peux connaître, il y a les domaines d'objets que je ne peux pas connaître, mais attention, ils ne sont pas inutiles, ces domaines d'objets, parce qu'ils ne jouent pas de rôle explicatif, mais ils peuvent jouer un rôle régulateur, un rôle normatif pour la pratique, et par conséquent, je pourrais, en m'orientant dans la pensée, dire « bon, la liberté humaine, je ne peux peut-être pas la démontrer, au sens où je démontre la loi de la chute des corps, mais je peux m'en faire une idée qui me permette ensuite de comprendre l'agir humain et de comprendre la façon dont l'agir s'oriente. Je peux donc effectivement considérer qu'une croyance ou une pensée qui s'affranchit des limites de l'expérience peut jouer un rôle régulateur dans la pratique, dans ce que Kant appelle la philosophie pratique, même si elle ne joue pas un rôle régulateur, parce qu'elle ne répond pas au titre exigible pour qu'on ait affaire à une connaissance, dans le domaine théorique. Et Kant trace une ligne de démarcation entre philosophie pratique et philosophie théorique. Après avoir tracé une ligne de démarcation entre croire, savoir et penser. Et on va aller un peu plus loin, il va nous dire, ça veut dire que quand on observe le domaine de la pensée un peu comme le ciel, on doit avoir aussi la possibilité de savoir ce que sont les démarcations. Par exemple, si je dis « aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore trouvé la guérison parfaite, absolue et totale de tous les cancers ». Est-ce que ça veut dire que le savoir biologico-médical qui analyse la causalité du cancer pour dégager effectivement une thérapeutique adéquate ne pourra jamais arriver à son but? Non. Donc, nous pouvons dire que le savoir médical ou biologico-médical est borné. Il y a des bornes. Mais ces bornes ne sont pas véritablement des limites indépassables. Tout à l'heure, je disais par exemple que l'existence de Dieu, je ne peux pas la démontrer, je ne peux pas prétendre lui donner le statut d'une connaissance, donc je laisse une place à la croyance. Donc Dieu est un objet de croyance, ce n'est pas un objet de connaissance. Point barre. Donc là, c'est une limite. C'est une limite en ce sens que je ne peux pas, quoi qu'il advienne, parvenir à connaître l'existence de Dieu. Alors que je peux demain, et le plus vite possible sera le mieux, découvrir la causalité précise des cancers et découvrir donc, au-delà des chimiothérapies qui parviennent déjà à guérir un certain nombre de cancers, la parade, comme on a découvert le rinifon pour la tuberculose, découvrir la parade définitive contre les cancers. Donc pour l'heure, là où ma connaissance était d'abord limitée, c'était une limite que j'appellerais transcendantale, à savoir que je ne peux pas connaître. Maintenant, ma connaissance est simplement bornée. Distinguer les bornes, vous savez, des bornes, c'est les bornes, on les a sur le bord de la route. Kilomètre 23 sur la route de Paris à Orléans, je vois à peu près où est la borne. Bon, les bornes, ça sert aussi à délimiter dans la distribution des champs, des terrains, les terrains. Dire tiens, là il y a une borne, donc mon terrain s'arrête. Bon, donc effectivement, la notion de borne est très claire, elle est identifiable. On parle de bornage. Mais si j'ai dit tiens, mon terrain fait 300 mètres carrés, 30 mètres sur 10, mais rien n'interdit que j'achète demain à mon voisin un autre terrain pour qu'il en fasse 600 et pour que je double la surface. Donc on a un bornage. En revanche, il y a un bornage qu'on ne peut pas repousser, c'est la limite intrinsèque qui fait que
a priori et par principe, certaines choses ne peuvent pas être connues. Donc la distinction critique entre limite et borne est effectivement le travail théorique que fait le philosophe lorsqu'il transfère ce qui est repéré dans le mécanisme d'orientation spatiale, tel que je viens de le décrire ici à propos de qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, je le transfère et je l'applique un petit peu par analogie. J'en viens à penser le domaine de la pensée comme une sorte de grand territoire, et je dis, voilà, sur ce territoire, comment puis-je établir un domaine que je posséderais? Donc, vous voyez, c'est assez intéressant, et d'ailleurs, Emmanuel Kant, alors, dans la pensée, on a deux modèles, en gros, enfin, c'est très simplificateur ce que je dis, mais c'est pour faire comprendre les choses. Ce sont des simplifications qui ne créent pas obstacle épistémologique à l'approfondissement ultérieur. Donc, ce n'est pas des contresens, je crois, ce sont des simplifications provisoires. Dans l'histoire de la pensée, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a deux grands types de bonshommes. Il y a les bonshommes qui font la généalogie ou l'histoire. Par exemple, lorsque Voltaire fait l'éloge de Locke par opposition à la grande métaphysique classique du siècle précédent, il dit « Les métaphysiciens avaient fait le roman de l'âme, Locke en a écrit l'histoire ». C'est-à-dire que l'histoire doit s'entendre ici en termes de généalogie. Qu'est-ce qui est premier? Ce sont nos sensations que nous comparons, et après il y a les idées, etc. C'est du moins la thèse de l'empirisme, hein, de l'empirisme anglo-saxon. Et ça, c'est faire l'histoire. On peut faire l'histoire autrement. On peut dire, par exemple, que Spinoza, dans le traité théologico-politique, fait l'histoire généalogique de la superstition. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de critiquer la superstition comme ça, en tant que forme imaginaire et aberrante, il en fait la genèse, c'est-à-dire que la critique prend la forme de la généalogie. Mais à côté de ceux qui font la généalogie et l'histoire, il y a les philosophes qui font la géographie. C'est-à-dire qui disent, attendez, nous avons un domaine de compétence de la connaissance qui est celui-ci, si nous allons au-delà, nous ne pourrons pas prétendre, effectivement, à la connaissance. Les chrétiens born again, les protestants fanatiques d'Amérique qui, en Arkansas, voulaient interdire l'enseignement de la biologie darwinienne, voulaient donc interdire un savoir scientifique au nom d'une croyance religieuse. La croyance religieuse, c'est celle qui s'était sur une lecture littérale de la Bible. Il y a 7 occurrences au moment du récit de la Genèse de l'expression « Dieu créa les animaux selon leur espèce ». Selon leur espèce, selon leur espèce. Et si on lit ça littéralement, ça veut dire que les espèces sorties des mains du Créateur ne peuvent pas varier. Et que donc, un Gus qui vient m'expliquer que les espèces varient, comme Darwin, il est en contradiction avec l'Écriture. De même, dans le livre de Josué, au moment du siège de Gabaon, Josué ordonne au soleil de s'arrêter, ou demande à Dieu d'ordonner au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'arrête, ce qui lui permet de parachever sa victoire militaire. Donc, au nom du livre de Josué, on dit c'est pas la terre qui bouge, c'est le soleil. Et donc, Galilée et Copernic ont tout faux. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, donc, effectivement, on a ici une croyance qui prétend censurer la connaissance. Mais à partir du moment où, pour s'orienter dans la pensée, on dit il importe de bien distinguer clairement le domaine des croyances et le domaine des connaissances, on interdit l'obscurantisme. J'appelle obscurantisme le fait de prendre une croyance pour une connaissance. Par exemple, les protestants born again, nés à nouveau, qui voudraient qu'on enseigne à égalité dans les universités américaines the science of creationism, la science du créationnisme. Vous mettez évidemment des guillemets. Et la doctrine darwinienne, ces gens-là ne distinguent pas croyance et connaissance. Ils prétendent même invalider une connaissance au nom d'une croyance. Ou même, ils prétendent qu'il faudra enseigner à parité afin qu'on choisisse la croyance et la connaissance, le créationnisme et la doctrine darwinienne. Pas possible, dit la Cour fédérale américaine. Les universités sont là pour enseigner les connaissances. Elles n'ont pas à mettre sur le même plan les croyances et les connaissances. Voilà un exemple de distinction critique. Mais vous voyez, on est toujours en termes de territoire, de domaine, etc. Alors,
je crois, extrêmement important de faire ce travail de distinction parce que, bien entendu, ça permet, dans une certaine mesure, de comprendre quel est l'enjeu de cette géographie critique qui prend les délimitations de l'espace comme une sorte de modèle et même de matrice intellectuelle qui permet de rendre compte ensuite de la façon dont la pensée critique opère ces découpages. Louis Althusser, philosophe marxiste, il y a 35-40 ans de cela, disait « Le rôle de la philosophie, c'est de tracer des lignes de démarcation ». Aujourd'hui, quand un économiste nous explique qu'il n'y a pas d'autre façon de concevoir l'économie que ne le fait le capitalisme, je pense par exemple à toute l'école de Chicago, à Hayek, aux ultralibéraux, il prétend que les lois de l'économie sont gravées dans le marbre et qu'il n'y a pas d'autre politique économique. On va dire stop. Est-ce que véritablement il n'y a qu'une seule économie possible? Est-ce que véritablement, pour construire l'Europe, il faut appliquer le modèle ultralibéral de la dévolution de tout à la privatisation? Question. C'est une question qui mérite d'être posée. Mais là encore, il est très important de savoir si la labellisation d'une idéologie par la science est acceptable ou non. Là encore, il faut tracer une ligne de démarcation. Est-ce que M. Hayek est un savant ou un idéologue? La question se pose. Moi, je réponds c'est un idéologue parce que je constate qu'il y a d'autres économistes qui ont une autre conception et que la prétendue objectivité de l'économie est parfaitement contestable. Même Roosevelt, avec le New Deal, faisait intervenir beaucoup l'État dans la vie économique et l'Amérique ne s'en est pas trouvée forcément très mal au sortir de la grande crise. Bon, donc, faut-il que l'État intervienne ou pas dans la vie économique? C'est une question qui ne peut pas recevoir de réponse scientifique, des impliqués, des enjeux, des intérêts de classe qui sont défendus. Et il est important donc effectivement de savoir où est la science, où est l'idéologie, parce que souvent, notamment aujourd'hui, on se sert de la référence à la science pour imposer une politique. L'homme politique vous dit je fais ça mais je ne peux pas faire autrement. Ben, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas faire autrement? Vous êtes sûr que c'est fatal? Ben si, on peut faire autrement. Donc ne me racontez pas que vous ne pouvez pas faire autrement. Dites-moi que vous avez fait ce choix, mais on a le droit de faire votre choix. Mais moi, ce n'est pas le mien. Donc non, ne baptisez pas science ce qui est de l'ordre de la croyance idéologique et qui ne peut pas prétendre, sauf usurpation, à la validité de la science. Un jour, discutant dans un débat avec un archevêque qui me disait « mais la science est relative, on ne peut pas se fier à elle », j'étais en débat avec lui, c'était Monseigneur d'Agen, académicien. Je lui dis « mais monsieur, quand vous montez dans l'avion, est-ce que vous montez dans l'avion si vous pensez que, si vous pensez que le pilote ne fait que croire aux lois de la navigation ?» Il ne fait pas que croire. J'espère que le pilote de l'Airbus ne fait pas que croire aux lois de la navigation, mais qu'il les connaît. Et dès lors, la connaissance est bien distincte de la simple croyance. Et c'est quand même important de savoir que les pilotes maîtrisent les lois de la navigation aérienne plutôt qu'ils ne croient en elles. Donc, l'enjeu de la distinction critique qui délimite les terrains, les territoires, les domaines, selon une géographie critique des formations de la pensée, est très importante. C'est peut-être un geste critique qui s'explicite là par la métaphore spatiale. Je vais vous lire un autre texte que je trouve tout à fait intéressant, un beau texte qui est extrait de la critique de la raison pure. C'est dans la théorie transcendantale de la méthode. Vous allez voir, c'est un texte que je trouve personnellement lumineux. Dans l'édition de la Pléiade, le volume 1 des œuvres complètes d'Emmanuel Kant à la Pléiade, c'est page 1330 et suivante. Je lis. Et j'essaie de respecter le temps qui m'est imparti. Donc,
vous m'accordez 2-3 minutes, je vous lis ce texte de Kant. La conscience de mon ignorance, si cette ignorance n'est en même temps reconnue comme nécessaire, au lieu qu'elle doive mettre fin à mes recherches, est au contraire la véritable cause qui les suscite. Toute ignorance est ou bien ignorance des choses, ou bien ignorance de la détermination et des limites de ma connaissance. Or, quand l'ignorance est accidentelle, elle doit me pousser dans le premier cas, c'est-à-dire le cas des choses, à rechercher dogmatiquement les objets, et dans le second, à rechercher de manière critique les limites de ma connaissance possible. Alors, rechercher de manière critique les limites de ma connaissance possible, c'est très exactement le projet constitutif de Kant. Quand vous lisez Critique de la raison pure, vous savez, il y a un art de lire les titres. Il faut lire Critique de la raison pure dans les deux sens, de gauche à droite et de droite à gauche. C'est pour le coup que je spatialise mon titre. En grammaire, ça s'appelle le génitif objectif et le génitif subjectif. Je lis Critique de la raison pure. Donc, il y a une critique qui porte sur la raison. Ça, c'est le génitif objectif. Mais qui fait la critique? La raison elle-même. Parce que la raison, et ça c'est sa supériorité sur toutes les autres facultés, c'est l'instance autocritique par excellence. La raison est capable de faire retour sur elle-même et de dire, voilà, quand j'ai dit ça, je me suis fourvoyé, je me suis trompé. C'est ce qu'on appelle l'autocritique. Donc, quand je lis Critique de la raison pure, c'est la raison qui est critiquée lorsqu'elle s'abandonne au dogmatisme, mais c'est la raison qui critique lorsqu'elle est capable, par un retour sur soi, de se rendre compte qu'elle s'est abandonnée au dogmatisme et par conséquent de faire une théorie critique et différentielle du bon usage de la raison et du mauvais usage de la raison. Donc, c'est la raison qui siège sur le tribunal qui va condamner la raison qui siège en même temps sur le banc des accusés. La raison est à la fois sur le banc des accusés et derrière la table du tribunal. Elle est donc autocritique. Ça, c'est quand même très important. Et cette raison va se livrer à une délimitation de ses usages légitimes et de ses usages illégitimes. Quand la raison métaphysique traditionnelle a prétendu donner à l'existence de Dieu le même statut qu'à la loi de la chute des corps, elle s'est fourvoyée. Parce qu'elle aurait dû d'abord dire, voilà, quel est le type d'objet que je me donne? Dieu transcende les limites de l'expérience possible. Puis-je le connaître? Non, répond Kant. Donc, Dieu est objet de croyance. Bon, c'est banal de dire ça, mais c'est très important de le dire. Il n'est pas objet de connaissance. Et la raison qui opère ici peut s'auto-critiquer lorsqu'elle ressaisit, par exemple, les formations métaphysiques traditionnelles, ou par exemple, comme Leibniz, dans les essais de Théodicée, Leibniz prétend pouvoir expliquer la présence du mal sur la Terre et montrer qu'il y a un optimum de bien, pas un maximum, mais un optimum de bien, et que Dieu a fait le mieux possible. Il n'a pas pu faire quelque chose de parfait, ce qui évidemment pose problème, puisqu'on peut se poser la question de savoir comment un Dieu parfait fait un monde imparfait. Il y a quelque part un défaut là. Eh bien, Leibniz déploie des trésors d'ingéniosité philosophique pour expliquer que non, il n'y a pas de défaut, il a fait le mieux possible. Bon, alors évidemment, ça sera critiqué cette affaire-là. Mais Kant a d'abord été leibnizien, et il n'a pas supporté la théodicée, parce que cette justification du mal sur la terre, alors qu'on prétendait justifier Dieu, théodicée c'est la justification de Dieu, Kant dit ça ne colle pas, ça tient. Et c'est ça, après avoir enseigné Leibniz, avoir été lui-même profondément leibnizien, il rompt avec Leibniz. Pourquoi? Parce que selon lui, Leibniz traite les objets métaphysiques comme on traite les objets physiques. Et donc, il ne respecte pas les lignes de démarcation que l'on devrait tracer entre ce qui peut faire l'objet de connaissance et ce qui ne peut pas. Il prétend transcender les limites de l'expérience alors qu'on ne peut pas le faire, du moins lorsqu'on veut effectivement produire de la connaissance.
Alors, je reviens au texte de la critique de la raison pure, mais que mon ignorance soit absolument nécessaire et que par conséquent elle me dispense de toute recherche ultérieure, c'est ce que l'on ne peut pas établir empiriquement, par l'observation, mais seulement d'une manière critique, par l'approfondissement des sources premières de notre connaissance. La détermination des limites de notre raison ne peut donc se faire que d'après des fondements a priori. Mais nous pouvons reconnaître aussi a posteriori qu'elle est bornée, encore que ce ne soit là qu'une connaissance indéterminée d'une ignorance qu'on ne supprimera jamais entièrement. Reconnaître, dis-je, qu'elle est bornée grâce à ce qui, dans tout savoir, nous reste toujours encore à savoir. Alors, la différence entre borne et limite, ici, elle est très claire. Par exemple, on peut dire que Newton a produit un savoir, mais que Einstein en a produit un qui intégrait le savoir de Newton. Donc, il n'est pas tout à fait exact de dire qu'Einstein a réfuté Newton, ou qu'il a invalidé complètement Newton. Einstein a dit « l'idée que la masse est une constante ne vaut que pour les mouvements relativement lents, à l'échelle sidérale. En revanche, moi je pose que la masse est une variable, et qu'elle est variable en fonction de la vitesse. » Donc entre Newton qui dit la masse est constante et Einstein qui dit elle est variable, quelle est la différence? Ce n'est pas forcément un rapport d'opposition, puisque Einstein retrouve comme un cas limite la masse constante. C'est-à-dire que pour les vitesses relativement faibles, l'influence de la vitesse sur la masse est voisine de zéro. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, il est faux de dire, comme disent par exemple certains religieux qui expliquent que la science est incertaine puisqu'une théorie A vient annihiler une théorie B. Non, erreur. Il ferait mieux de relire Gaston-Bachelard qui nous explique qu'il y a deux types d'obstacles épistémologiques. L'obstacle qui préexiste à la science et qu'il faut surmonter, et l'obstacle intrascientifique qui est produit par la science elle-même lorsque les théories ont tendance à s'indurer, comme dit Bachelard, c'est-à-dire à se donner comme définitives. C'est vrai qu'il y a une inertie des théories. Pendant longtemps, on a eu du mal à admettre que la masse pouvait être une variable, puisqu'on se reposait sur Newton, sur Galilée, etc. Bon, donc effectivement, la façon dont une nouvelle théorie scientifique critique une théorie ancienne n'est pas la même que la façon dont une théorie scientifique invalide une théorie non scientifique. Il faut éviter, évidemment, ce genre d'analogie qui est obscurantiste. Alors ça, c'est quand même très important, parce que ça veut dire que, par exemple, si on ne sait pas encore que la masse peut varier, on peut dire que la connaissance de Newton est bornée. Mais bornée, ça veut dire qu'elle est allée jusqu'à un certain point dans l'espace et qu'elle s'est arrêtée. Et que maintenant, un autre va devoir aller plus loin. Bon, ça c'est la borne. Une borne est toujours dépassable. Alors que la limite qui fait qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, elle est la même aujourd'hui que du temps de saint Thomas. Thomas d'Aquin prétendait fournir une typologie des causes, des démonstrations de l'existence de Dieu. Bon, Kant critique les prétendues preuves de Thomas d'Aquin. Donc effectivement, Kant établit qu'on ne peut pas démontrer et qu'on ne pourra pas dans 1000 ans, pas plus qu'il y a 1000 ans, démontrer l'existence de Dieu. Donc là, on a bien affaire à une limite, c'est-à-dire à ce que Kant appelle une impossibilité de connaître qui réside même dans la raison et le rapport à ces objets. Donc ici, la distinction entre borne et limite doit être claire. La limite, c'est, si j'ose dire, quelque chose qui est transcendantal, c'est-à-dire, vous savez que le transcendantal, chez Kant, ça veut dire en gros qui concerne les conditions de possibilité de quelque chose. Je dis par exemple, je connais la loi de la chute des corps, à quelles conditions de possibilité est-ce que je la connais? Eh bien parce qu'il y a espace et temps qui m'ont permis de cadrer une expérience sensible et parce qu'il y a des concepts de la raison qui m'ont permis de l'éclairer. Et dans toute connaissance, il y a intuition et concept qui sont liés. Ça, c'est une théorie de ce qui rend possible la connaissance. Donc, la limite,
ici, n'est pas une limite qu'on peut voir. Et c'est là que peut-être l'analogie spatiale peut être trompeuse. Parce que l'analogie spatiale nous fait comprendre parfaitement clairement une borne. Je sais qu'au-delà de ce terrain, c'est le terrain du voisin. Au-delà de mon terrain, il y a le terrain de Claude. Et son terrain, ce n'est pas le mien. Et si je vais lui piquer des poires, il ne sera pas content. Et s'il est un partisan de l'autodéfense, il va me flinguer, comme font certains qui s'imaginent qu'on peut se faire justice soi-même. Bon, voilà. Donc effectivement, l'analogie spatiale, comme toute analogie, éclaire, mais en même temps obscurcit. Elle éclaire parce que dans une comparaison qui n'est pas une identification, attention, une comparaison, c'est toujours une position de différence en même temps qu'une position de ressemblance. Parce que si ce n'était pas ça, ce serait une identification et pas une comparaison. Donc quand on compare, il y a toujours du différent et du ressemblant. Donc effectivement, la borne, à la limite, si j'ose dire, c'est pour le coup que je suis prisonnier de ce vocabulaire, la borne, visuellement, elle me présente quelque chose au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et pourtant, je peux y aller, je peux franchir la borne qui sépare le terrain de Claude et le mien. Alors que la limite, elle n'est présentée à l'intuition, comme dirait Kant dans sa théorie des hypotyposes, le fait de mettre sous les yeux, la limite n'est présentée à l'intuition que par analogie avec la borne. Et pourtant, ce n'est pas une borne, puisque c'est une limitation intrinsèque à l'esprit humain dans son rapport aux objets. Alors que la borne n'est pas intrinsèque, elle est extrinsèque, elle est provisoire et elle est dépassable. Alors, dernière chose, et je vais m'arrêter parce que je vois que le temps a tourné et qu'il faut que je sache limiter mon propos. La détermination des limites de notre raison ne peut donc se faire que d'après des fondements a priori, vous comprenez pourquoi, mais nous pouvons reconnaître aussi a posteriori qu'elle est bornée, etc. La première connaissance de l'ignorance de la raison, qui n'est possible que par la critique de la raison même, est donc une science. C'est en ce sens-là que la métaphysique, au sens kantien comme théorie des conditions de possibilité, est une science. Mais la seconde n'est qu'une perception, au sujet de laquelle on ne peut pas dire jusqu'où la conclusion peut atteindre par elle-même. Et là, et je termine par ça, très beau texte où on va retrouver la métaphore spatiale. Écoutez bien. Quand je me représente, suivant l'apparence sensible, la surface de la Terre comme une assiette, je ne puis savoir jusqu'où elle s'étend. Mais l'expérience m'apprend que, où que j'aille, donc je marche, je commence à marcher, où que j'aille, je vois toujours devant moi un espace où je puis continuer de m'avancer. L'horizon recule, comme vous le savez, l'horizon, c'est une ligne qui recule au fur et à mesure que j'avance vers elle. Donc, l'horizon peut représenter, pour l'instant, si je ne bouge pas, la borne de l'espace, mais si j'avance vers lui, et si j'avance suffisamment vers lui, je vais découvrir qu'il recule. Donc, ce n'est pas une borne fixe. Donc, l'expérience m'apprend que, où que j'aille, je vois toujours devant moi un espace où je puis continuer de m'avancer. Par conséquent, je connais les bornes de ma connaissance, chaque fois effective de la Terre, mais non pas les limites de toute description possible de la Terre. Alors là, c'est fabuleux, parce que bornes et limites se retrouvent installées dans le paysage de la Terre. Sauf que, dans le premier cas, pour les bornes, c'est un peu une situation figée. Je dis, voilà, je vois l'horizon là-bas, il y a un rideau d'arbres là-bas qui borne mon horizon. C'est une borne. J'avance et je découvre qu'au-delà du rideau d'arbres, il y a encore des champs, il y a encore d'autres rideaux d'arbres, et j'avance et je reviens au point de départ, c'est-à-dire j'ai fait le tour de la Terre. Donc je découvre effectivement ce que pouvaient être les bornes, mais en même temps, je découvre que peut-être je ne peux pas toujours saisir de façon simultanée tous les aspects de la Terre. Alors, je lis ce que dit Emmanuel Kant. L'expérience m'apprend que où que j'aille, je vois toujours devant moi l'espace où je puis continuer de m'avancer. Par conséquent, je reconnais les bornes de ma connaissance, chaque fois effective de la Terre, mais non pas les limites de toute description possible de la Terre. Mais si je suis allé assez loin pour savoir que la Terre est une sphère
et que sa surface est une surface sphérique, je puis alors connaître d'une manière déterminée et suivant des principes a priori, même par une petite partie de cette surface, par exemple la grandeur d'un degré, le diamètre de la Terre, et par ce diamètre, la complète délimitation de la Terre, c'est-à-dire sa surface. Et, bien que je sois ignorant par rapport aux objets que cette surface peut contenir, je ne le suis pas cependant quant au périmètre qui les contient, à sa grandeur et à ses bords. Vous voyez, c'est assez remarquable. Je vais m'arrêter là, j'avais encore des choses à vous dire, mais bon, il faut savoir s'auto-limiter ou se borner soi-même. Je vous remercie de votre attention. Si éventuellement il y a 2 minutes qui nous restent, je peux répondre à 2-3 questions ou à quelques objections bien senties. Voilà, merci de votre attention.